Bienvenue! Me voilà de retour pour la seconde partie de la vidéo sur le CDTV. Je vous invite à regarder la première partie sur cette machine et ses accessoires, si vous ne l'avez pas déjà vu. Comme je tiens ce matériel et qu'il n'a pas été utilisé depuis quelques années, je vais l'ouvrir pour contrôler certaines choses avant de le mettre sous tension. On en profitera pour voir ses entrailles. On va commencer avec le moniteur Philips CM8521. Ici, rien de bien compliqué, on l'allume et normalement, s'il fume ou siffle sans faire d'électricité statique, il y a alors un composant qu'il faudra changer ou la bobine à haute tension. Ici, je suis confiant, je l'ai encore utilisé il y a 3-4 ans. Voilà, le voyant vert est allumé et on sent que le tube est chargé. Voilà, je vais le tester avec cet Amiga 500. Eh bien c'est parfait, j'ai l'image tout à fait correcte. Et ce moniteur propose un bouton pour passer l'écran en vert. Voilà, tout fonctionne bien. On va essayer maintenant de mettre une disquette de jeu. Par contre, ce moniteur est de type mono avec un seul haut-parleur situé sur la gauche. Bien, on est bon pour l'écran, on va passer à la suite. Donc je profite de l'installation de cet Amiga 500 pour tester le lecteur de disquette. J'entends déjà le cliquetis de détection qui se fait, c'est bon signe. On va essayer maintenant d'insérer une disquette. Apparemment la lecture se lance et voilà, j'ai la disquette qui apparaît bien. On va l'ouvrir. Eh bien écoutez, ça se passe bien. Je pense que du côté du lecteur de disquette, c'est tout bon, il n'y a rien d'autre à faire. Parfait. Venons-en à la télécommande. Suite à mes recherches et confirmé par un commentaire très instructif posté sur ma première vidéo, j'ai vu qu'il y avait 2 modèles de télécommande. J'ai ici le premier modèle, puis Commodore a fait évoluer la télécommande pour remplacer des boutons par des switches. Et à ma grande surprise, j'ai aussi découvert qu'il y avait un condensateur monté en surface sur la carte de cette télécommande. Et ces condensateurs des années 90, comment dire? Mais c'est de la merde! En effet, ils vieillissent très mal et finissent par libérer de l'acide qui va se répandre et ronger tout ce qu'il y a autour, détruisant ainsi votre appareil. Et c'est hélas ce que j'ai constaté. On voit sur cette première photo que la piste verte sous l'inscription C1 semble oxydée. Le vernis part tout seul, et j'ai mis à jour la piste de cuivre. Regardez la zone de contact sous le bouton le plus proche. C'est gluant. J'ai donc nettoyé avec un coton-tige et de l'alcool isopropylique, et voici que je découvre qu'une partie de la piste carbone a disparu. On voit la différence sur cette image. C'est la touche Power qui ne peut plus fonctionner. Et j'espère que l'acide ne continue pas à œuvrer sous la feuille en plastique bleu. De trop nombreux appareils des années 90 ont souffert de ces attaques internes et silencieuses et sont devenus irréparables. Bien voilà, c'est tout ce que je vais faire aujourd'hui sur cette carte. Je vais commander un condensateur de remplacement
pour le remettre ici, et donc j'aurai à solutionner également le problème de cette touche ici. Il y a différentes solutions, mais bon, ça va pas être facile. Je vois que ce ressort a également souffert d'une pile qui a coulé. Je vais voir pour le raviver ou le remplacer également. Voilà, la suite au prochain numéro pour cette télécommande. On passe à l'unité centrale. Le but est de mesurer les tensions en sortie de l'alimentation pour voir si elles sont dans les clous. Eh bien voici les entrailles de la bête. Donc on retrouve notre bloc d'alimentation avec les fils qui vont venir alimenter la carte mère. Là je vois deux fils qui partent en dessous. Là je vais voir à quoi ça correspond. En gros, en inspection visuelle, les condensateurs sont pas mal. C'est propre, il n'y a aucun qui est gonflé. Je ne vois aucune anomalie sur cette carte mère d'un point de vue visuel. C'est très propre. Donc sur cette carte mère d'Amiga 500 transformée en carré pour pouvoir entrer dans les caisses du CDTV, on voit ici notre processeur 68000. Et au niveau des dates sur les différents composants, là je vois 4e semaine 91, 2e semaine de 91, 6e semaine de 91, 2e semaine de 91. Ce CDTV a donc été assemblé avec des composants de début 1991 et cette étiquette semble indiquer septembre 1991 pour la carte mère qui est en révision 2.2. Mais il y a une étiquette scotchée sur l'alimentation qui dit 2.3. Les ROM sont bien d'origine en version 1.0. Alors on voit ici tout de suite la difficulté du CDTV, c'est que la carte mère est tout en haut du panier, ce qui veut dire qu'il faut la retirer si on veut intervenir sur les éléments qui sont en dessous. Donc par exemple pour le lecteur de CD qui est sous cette zone, il est complètement inaccessible dans cette configuration. Et c'est là que c'est un peu compliqué. Alors, 2 vis plus loin, j'ai retiré le capot de l'alimentation pour voir son état. Aucun condensateur ne semble poser de problème. Néanmoins, je remarque que la carte dans la partie de gauche est toute grasse. C'est un peu général, je vois pas d'où ça peut venir. Je vais la sortir du boîtier pour y voir un peu plus clair. Le redémarrage de ce CDTV ne sera pas pour tout de suite. Ici, ces 2 condensateurs sont collés à la carte et entre eux avec une sorte de colle néoprène. Avec l'âge, il se peut que l'on trouve des dégâts en dessous de tout cela. Attention, on touche ici à l'alimentation secteur avec 230 volts en entrée, et il y a encore plus au primaire de l'alimentation. Ce condensateur est ici prévu pour 400 volts maximum. Je vous invite à ne pas mettre les doigts là-dedans, et de confier ce genre de travail à un professionnel. De toute façon, comme il y a certainement un condensateur qui a fui au secondaire, je ne me pose pas plus de questions que cela et je vais remplacer les condensateurs par des neufs. On repartira sur une bonne base. Ma commande de composants est enfin arrivée. Je vais pouvoir me mettre au travail.
maintenant sur les condensateurs de l'alimentation. Je n'ai pas trouvé celui ou ceux qui avaient pu couler. Néanmoins, les mesures indiquent que les condensateurs avec les plus grosses valeurs sont encore dans les clous. Le 120 micros est un peu fatigué. Par contre, tous les condensateurs de petite capacité sont tous morts, hors plage et avec un ESR important. Il était donc nécessaire de les remplacer. Et bien voilà, l'alimentation a réintégré la machine, on va pouvoir faire l'essai. C'est parti. Eh ben super, l'heure s'affiche. Je crois que c'est pas mal. On va l'allumer. Le ventilateur démarre. Très bien, affichage volume. Eh ben c'est bon ça. Ok pour l'unité centrale. J'ai tenté de le démarrer avec plusieurs moniteurs et câbles, mais je n'avais jamais d'image. Ce n'est qu'après avoir replacé la carte Péritel dans le slot d'extension vidéo que j'arrive enfin à ce résultat. Et ben voilà, tout est bon. On va pouvoir continuer. On va maintenant tester le démarrage avec une disquette. Il y a bien un accès au lecteur de disquette. Et voilà, ça boot comme un Amiga 500. Voilà, j'ai démarré en mode Workbench. Je peux utiliser la souris que j'ai connectée et qui fonctionne parfaitement. Et j'ai branché également le clavier qui semble bien répondre. Donc je pense qu'il n'y a aucun souci de ce côté-là. Donc voilà, le test du clavier est effectué, tout est ok, c'est bon pour ce clavier. Pour le test vidéo également, c'est ok, j'ai bien toutes mes couleurs. Je vais mener différents tests sur le CD-TV. Le test mémoire est en cours, il y a bien 1 méga de chip RAM. Le test audio, pas de problème, ça marche bien. Un petit coup de 6 infos. Voilà, il est très très long. C'est juste un 68 000 mesuré à 7,09 MHz. Comparé à un Amiga 600 à 7 MHz, on est à 1.05 de la vitesse d'un Amiga 600. Voilà, donc c'est très... On est sur un Amiga 500, c'est tout. Voilà, allez, la suite. On va voir si le Workbench peut afficher le contenu d'un CD. Faut-il encore que le CD fonctionne? Je vois la tournée, là vient de s'arrêter. Et il ne se passe rien. Donc je crois qu'il y a un petit problème au niveau du lecteur de CD. C'était à s'y attendre. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est le démarrer avec un CD pour voir s'il le reconnaît. C'est parti. Alors, je vois que le CD tourne à l'intérieur. Et là, il vient de s'arrêter. Et le CD-TV va rester bloqué dans cet état-là. Donc apparemment, il sait qu'il y a un CD d'insérer, mais il n'y a aucune lecture qui se fait. Voilà, donc c'est confirmé, le lecteur de CD ne fonctionne pas correctement. Vous comprenez pourquoi je n'avais pas remonté le capot. Je crois qu'il y a encore un petit peu de travail d'investigation pour ce lecteur de CD. Et en plus, il faut régler le problème de l'éjection qui ne va pas jusqu'au bout. Et bien voilà, encore un peu de travail. L'étape suivante est donc le démontage de la machine avec le retrait de la carte mère pour accéder au lecteur de CD, qui sera retiré à son tour. Je vous passe toutes ces opérations et on se retrouve ensuite.
Bien voilà, on est devant le lecteur CD qui a été extrait de la machine. On est sur février 91 pour ce lecteur. On va regarder le mécanisme. Voilà, ce dernier semble fonctionner correctement. Donc sans doute il y a une butée qui se fait sur la façade de la machine, c'est un ajustement à faire, je vais regarder ça après. Côté lecture, pour la remise en forme de ce lecteur, il y a derrière ce circuit imprimé des condensateurs qu'il va falloir changer. Donc je vais devoir creuser un peu plus au niveau des montages pour accéder à cette carte côté condensateur. Voilà, la carte est sortie, on va faire le tour des condensateurs. J'ai déjà vu certains qui posent un petit problème, on va regarder ça de plus près. On remarque qu'il y a des traces blanches, des auréoles blanches autour des composants traversants, c'est peut-être dû au procédé de fabrication. On va vérifier les différents condensateurs. Ici on voit clairement un exemple typique d'un condensateur qui a coulé. Et l'acide se répand à travers le circuit. Les autres n'ont pas l'air mieux, sont un peu déjà malades. Ah ben voilà un autre, un beau là. Et ça s'est peut-être répandu sous le connecteur. Un peu plus loin, c'est brillant aussi, oui, lui aussi. Ceux-là aussi, et on voit que ça s'est répandu sur le côté ici. Voilà, il y en a un qui est assez malade, le C321. Celui-là aussi s'est répandu, encore un. Voilà, ça a dû couler aussi sous le circuit imprimé. Un peu plus loin, là aussi il y a des dégâts qui se sont propagés, il y a de l'acide qui a coulé, alors voilà, un très malade, ou alors c'est récent. Il vient de couler. Là aussi, celui-là aussi. Ceux-là aussi, c'est peut-être plus ancien. Oui, voilà, on voit qu'il y a des traces d'acide, ça s'est répandu. On repasse sur les pires, donc celui-là est pas mal. Celui-ci aussi à surveiller, à supprimer et nettoyer. Et puis le plus moche, actuellement, celui-ci. Bien, on a donc vu que la plupart des condensateurs de cette carte étaient malades, voire très malades. Je vais donc tous les retirer, faire un nettoyage de la carte et reposer des condensateurs neufs. C'est parti! Voilà, tous les condensateurs sont retirés. Maintenant, on va nettoyer la carte pour faire disparaître toutes les traces d'acide résiduel. Et je vais utiliser de l'alcool isopropylique. Après plusieurs nettoyages, je ne suis pas satisfait. Il reste des traces et la carte est collante sous les doigts. J'ai donc utilisé un solvant spécialement prévu pour le nettoyage des circuits imprimés. La carte est désormais tout à fait propre et comme j'ai reçu ma commande de composants, je vais pouvoir la recaper à neuf.
Bien voilà, tous les condensateurs sont remplacés. Je vais faire une deuxième passe pour vérifier si tout est OK. Je vais vérifier les soudures à l'arrière et on va pouvoir passer à l'étape suivante, c'est-à-dire le remontage pour tester. Les condensateurs de remplacement étant de plus grande taille que ceux d'origine, je dois les coucher sur la carte pour qu'ils puissent rentrer dans la hauteur. Vous voyez 3 condensateurs de couleur verte, ce sont des condensateurs non polarisés pour cette carte. Voilà, je suis en phase de remontage du lecteur CD et la phase suivante, ce sera le test. Alors le condensateur que vous voyez là, le C115, est dans le chemin du chariot laser, donc ça ne fonctionne pas, il faut que je revoie ma copie pour libérer cet espace. Bien voilà, comme ça devrait passer désormais. Voilà, le lecteur est remonté. J'ai regressé différentes parties. Le mécanisme fonctionne toujours, même mieux. Je vais le remonter dans la machine et on va passer à la suite. Pour le mécanisme, voilà ce que j'ai constaté. Il y a ici une petite trappe qui s'escamote lorsqu'on fait l'insertion d'un disque. Je vais tenter maintenant l'éjection. Le caddie est freiné dans son éjection. Par contre, si je lève le petit volet de l'intérieur, voilà ce qui se passe. Il y a donc bien un frein dû à ce petit volet qui vient masquer la façade du CDTV. Il n'y a pas trop de réglages possibles là-dessus. Il va falloir que j'étudie un petit peu comment faciliter cette éjection. Bien voilà, le CDTV est remonté, il est toujours fonctionnel, c'est déjà ça. Par contre, lorsque je place un CD, il est détecté mais il ne tourne absolument pas et il ne se passe rien du tout. Donc c'est pas mieux qu'avant, c'est même pire. Donc je l'ai remonté pour rien, il va falloir que j'y retourne. Je l'ai redémonté pour disposer le lecteur au-dessus pour voir ce qui se passe. Pour lire un CD, il y a plusieurs phases à respecter. Tout d'abord, le laser doit se positionner vers le centre du disque, puis le focus doit se faire. Ici, le laser était au centre du disque quand je l'ai démonté, et je n'avais jamais entendu ce moteur en action. J'ai débranché la fiche qui alimente ce moteur pour pouvoir basculer tout le support et faire tourner le moteur à la main, afin d'amener le chariot au centre du disque. Je voulais vérifier que le focus se faisait dans cette position. Quand je l'ai essayé, le moteur de tracking a fait faire un aller-retour au chariot et le focus s'est fait. J'ai donc mis un disque dessus et là, miracle, la lecture a commencé. Avais-je mal rebranché cette fiche? Le moteur était-il grippé malgré le fait que j'avais tout lubrifié et que je l'avais même fait tourner à la main? Je ne saurais jamais. En tout cas, ce n'était heureusement pas un souci sur la carte électronique, car là, cela aurait tout de suite dépassé mes modestes compétences. D'autant plus que c'est quasiment irréparable. Je vous avoue ici mon grand soulagement, il ne reste plus qu'une fois de plus à le remonter. J'ai décidé de tester le CD à chaque phase du remontage, et déjà là ça ne fonctionne plus. Serait-ce mécanique ? Je soupçonne ce condensateur de provoquer une gêne dans le tracking car il est très proche du mécanisme. Donc après avoir bougé ce condensateur-là, j'ai également déplacé celui-ci. Je reteste et je vois que le focus ne se fait plus.
En définitive, il y a un problème de fond avec le lecteur de CD. Après le recapage, le nettoyage, la lubrification, il a fonctionné sans souci. On pourrait dire qu'il est tombé en marche. Puis, il a de nouveau posé problème sans raison apparente. En tout cas, pas lié à un problème mécanique. Ce lecteur a un comportement aléatoire, il n'est pas stable. On ne peut pas le remplacer car il n'est pas à la norme IDE, il est spécifique au CDTV. Comme il a fonctionné un moment, je suppose, sans doute à tort, que le laser est bon. C'est peut-être une question de réglage. Avant de clore cette vidéo, j'ai encore essayé d'améliorer les choses en repassant du dégrippant sur les moteurs. Puis j'ai joué un peu avec le petit potentiomètre de réglage de l'intensité du laser. Sans succès. Pourtant, le laser fonctionne. Je vois bien un point rouge sur la lentille si je fais l'obscurité dans la pièce. Je suis donc bloqué dans cette remise en route du lecteur de CD. Et un CDTV sans CD, c'est pas génial. Comme il n'y a pas de documentation sur ce lecteur, il faudrait identifier les composants de la carte, trouver les datasheets et étudier les mesures sur la partie focus pour commencer. N'hésitez pas à poster des commentaires qui pourraient m'aider si vous avez déjà eu ce problème. D'ici là, si vous avez un CDTV dans un carton, je vous conseille vivement de vérifier la télécommande afin de ne pas la perdre bêtement à cause d'une couleur d'acide à l'intérieur. Merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce et à vous abonner pour ne pas rater la suite de cette remise en route, ou pas, de mon CDTV. À bientôt!